Espace TV. Espace TV, le journal de 20h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet autre numéro du Newsweek. Au sommaire de cette édition, Soriba Sorel Kamara est désormais le nouveau gouverneur de la ville de Conakry. Il remplace le commandant Sekouresko Kamara appelé à d'autres fonctions. Des élèves en colère manifestent contre la mutation de certains encadreurs des collèges et lycées de Guinée. Nous sommes au mois de mars et Conakry fait face à une baisse de température. Des experts parlent d'un changement climatique et constatent des contrastes de température et d'humidité entre le jour et la nuit. C'était là les titres. Dans un instant, le développement. Le commandant Sekouresko Kamara a été limogé mercredi par le président de la République. Le décret indique qu'il est appelé à d'autres fonctions. Sekouresko Kamara a été remplacé par Soriba Sorel Kamara. Entre réjouissance et regret, les avis divergent comme on peut le comprendre dans ce reportage de Daouda Diallo. Après 3 années passées à la tête de la ville de Conakry en qualité de gouverneur, le chef de bataillon commandant Sekouresko Kamara est débarqué et appelé à d'autres fonctions. Gouverneur trop controversé, surtout pour sa gestion des différentes manifestations politiques durant l'année 2013. Sur ce limogeage de celui qui était surnommé le Zorro de Conakry par l'émission Les Grandes Gueules, les avis divergent. Un militaire, quand tu es nommé par décret, si on te remplace, on dit appel à d'autres fonctions, c'est vraiment bien dit. J'estime qu'il a bien travaillé, c'est pour cette raison qu'on dit appel à d'autres fonctions. Tant qu'on aurait dit révoquer de ses fonctions. Son dernier discours là qu'il a tenu concernant les manifestations là, même moi qui étais là, j'ai dit que c'est trop tard. Mais même pas ça, je viens de dire au départ, je m'attendais, je ne suis pas surpris. Parce que c'est un militaire. Les militaires sont bien au camp. Commandant Sekouresko Kamara avait eu la confiance du général Sekouba Konaté, alors président de la transition en 2010. Ce citoyen se réjouit aujourd'hui de le voir partir. Tardivement venu, nous l'avions souhaité lorsque nous étions là avec nos revendications. Nous avons tant envie que la Guinée réussisse. Je ne souhaiterais jamais la perte d'un Guinéen, mais Resco, qui sort de son manteau tigre en papier aujourd'hui, c'est ce même Resco que le peuple doit reprendre à travers le dégât qu'il nous a imposé. C'est lui qui vient à sa place. Soriba Sorel Kamara est un ancien occupant de ce poste pour avoir été en 2008 le dernier gouverneur de Conakry sous l'ère Lansana Conté. Sekouresko fut très décrié par l'UFR de Sidya Touré qui avait même demandé son départ. Le gouverneur entrant fut le dernier premier responsable de la capitale nommé par feu président Lansana Conté. Soriba Sorel Kamara fut aussi secrétaire général de la jeunesse du PUP, parti au pouvoir en Guinée de 1984 à 2008. Le portrait du nouveau patron de la ville de Conakry avec Mamadou Boyi Diallo. Soriba Sorel Kamara, jusque-là secrétaire général du ministère de l'élevage, a été nommé mercredi gouverneur de la ville de Conakry en remplacement du commandant Sekouresko Kamara, de plus en plus décrié ces derniers temps. Né en 1956 à Conakry, il effectue avec brio des études primaires, secondaires et supérieures en Guinée. En 2002, élu député sous la bannière du PUP et occupant la fonction de secrétaire parlementaire, Soriba Sorel Kamara entame alors une carrière politique. En 2007, il est nommé par le défunt président Lansana Conté conseiller politique puis gouverneur, poste qu'il occupera jusqu'à la mort de celui-ci en 2008. Il revient sur l'échiquier politique entre 2009 et 2010 à la faveur d'une alliance scellée entre l'UDG et le RPG de la dernière présidentielle. Il bénéficie alors de la confiance du président Alpha Condé. Le nouveau promu se dit prêt à relever les défis qui l'attendent. Continuer l'assainissement qui est déjà engagé par le gouvernement, lutter contre l'insécurité qui suit une évolution, une promotion depuis les dispositions récentes du gouvernement, mais aussi promouvoir le dialogue social dans un esprit de culture de la paix et de l'unité. Pour y arriver, il compte utiliser une stratégie participative. Je dirais ce qui est réel. Je dirais ce qui est faisable. Je ne donne pas un délai
pour que de ce délai passé, les gens se révoltent. Je communiquerai, je travaillerai avec la jeunesse, je travaillerai avec le monde. Soriba Sorel Kamara, qui a été brièvement gouverneur de la ville de Conakry en 2008, est marié et père de 4 enfants. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire a remplacé plusieurs encadreurs des établissements d'enseignement public, mais la décision n'est pas bien accueillie par les élèves. Nombreux sont parmi eux qui ont manifesté cette semaine leur mécontentement. Le lycée Léopold Sédar Senghor est l'une des écoles à descendre dans la rue. Après une journée de manifestation, tout est rentré dans l'ordre. Reportage. Ces élèves en classe ont repris les cours après une journée de protestation. En grande masse, ils se sont opposés à la mutation de certains cadres de leur direction par le ministère de tutelle. De classe en classe, le proviseur du lycée a animé des séances de sensibilisation visant à pérenniser le calme. Ça fait longtemps l'État ne fait pas déplacer ses fonctionnaires, surtout les enseignants. Donc pour les enfants, c'est fini, ils sont là-bas, donc ils ne peuvent plus quitter. J'ai dit non, nous qui sommes les fils des fonctionnaires, nous connaissons. On a signé tout le pays. 5 ans, même c'est trop pour un fonctionnaire de même en même poste. Donc le mouvement là, c'est un mouvement qui est important, qui est très bien. Loin de céder à une quelconque pression, le directeur communal de l'éducation de Matoto maintient que la mesure est irrévocable. Bon, est-ce que d'ailleurs un acte posé par M. le ministre par rapport à la nomination doit être interprété par les élèves? Je dis non. Si on cède à ce chantage, on aurait créé un précédent. On ne va pas céder à ça. L'arrêté est signé de M. le ministre. Dans la semaine, là, nous allons procéder à la passation de services. Cela ne regarde pas les élèves. Les élèves doivent revendiquer les tables bancs, les professeurs. Point final. Ce lycée de la place, qui figure parmi les plus grands du pays, compte un total de plus de 2000 élèves. Le centre Sogué, établissement pour enfants non-voyants, demande au gouvernement de lui venir en aide. L'école manque d'instruments didactiques. Encadreurs et élèves dénoncent les conditions d'enseignement, ce malgré les promesses faites par les autorités. Djibril Ba. Nous sommes au centre Sogué, une école située dans la commune de Ratoma, construit pour des élèves aveugles et malvoyants. Ce centre, il y a quelques mois, ne dispense pas de cours. L'établissement souffre du manque d'équipement. Il semble être oublié par son ministère de tutelle. L'école manque cruellement du matériel didactique. Je pense bien. Depuis, comme par exemple les machines Perskins, les poinçons, les tablettes pour écrire, plusieurs autres. Même, regardez, une école qui n'est pas dotée de bibliothèque. Les élèves, pour partir à l'école, ne disposent pas de moyens de locomotion adéquats. Un seul bus pour les transporter, une condition que les apprenants ont du mal à supporter. Il lance un appel pressant au gouverneur. Le gouvernement n'a qu'à venir au secours de nous. Nous, on n'a pas de mère, on n'a pas de papa ici, si ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement n'a qu'à venir et on lance un appel encore aux gens qui ont de bonnes volontés, qui peuvent venir à nos secours. Sayon Traoré attend ses camarades pour suivre les cours. Mais il se trouve que leur bus est à nouveau tombé en panne en cours de route. 6 heures, nous sommes dans le bus. Pour pas aller l'école, on rentre à 9h30, mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas rentrés. C'est la deuxième fois, la crévaison, nous sommes là. Les enseignants n'ont dispensé que 10% de leur programme. Les candidats devant affronter l'examen cette année ne seront pas soumis à cette évaluation. Les riches ressources naturelles guinéennes ne profitent pas aux populations. La cité industrielle de Kamsar, qui abrite d'importantes zones d'exploitation de la bauxite, a besoin d'infrastructures modernes pour le bien-être des habitants. Moussa Mouissila. Réputée pour sa concentration en aluminium, la bauxite guinéenne est une source de devises pour le gouvernement et le poumon de l'économie. Depuis 40 ans, elle est exploitée par la Compagnie des bauxites de Guinée, dont l'État possède 49% des parts. La majorité appartient à des investisseurs étrangers. Une cité industrielle, Kamsar, entoure les zones d'exploitation. Elle compte pas moins de 400 000 habitants,
mais peu d'infrastructures de base. Quelque part, est-ce que la CBG ne dit pas tout pour moi, rien pour les autres? Fodé Keïta professe que la bauxite rapporte à ceux qui l'exploitent, mais ne profite pas aux habitants de Kamsar, même si l'école qu'il emploie est la propriété de la compagnie des bauxites. Qu'est-ce que CBG devrait faire? Elle devrait construire des écoles, et pas écoles privées. Elle construit des écoles, donner ça à l'État. L'hôpital de Kamsar appartient aussi à la compagnie des bauxites. Réservé aux employés, il est ouvert aux résidents de la ville, mais contre des frais d'admission, des frais jugés prohibitifs par les résidents. Ce que nous demandons à l'État, c'est de nous aider à avoir un hôpital où nous pouvons nous soigner, ainsi que nos enfants. L'organisation non gouvernementale Publiez ce que vous payez témoigne que la demande de redistribution des revenus miniers est de plus en plus forte en Guinée. Dans toutes les cités minières, les populations demandent à mieux bénéficier de l'eau, d'électricité, de routes, d'écoles et même de mieux-être. En fait, c'est ça maintenant qui est en jeu. Il s'agit de faire en sorte que dans la revue ou dans les conventions qui vont être mises à jour, qu'on puisse déterminer de façon claire qu'est-ce qui revient aux communautés. Au sein même de la compagnie des bauxites de Guinée, des cadres partagent les demandes des résidents de Kamsar et réclament l'arbitrage de l'État. On a beau se voiler le visage, nous sommes une entreprise qui est en train de jeter les ressources du pays. Nous jetons les ressources de la Guinée. Ne me demandez pas qui est responsable, je pense que là aussi nous avons un gouvernement qui devrait essayer de taper sur la table un tout petit peu pour que notre terre ne parte pas en vrac. Chargé de la formation à la CBG, Mathieu Oussiaboiro plaide pour la fabrication d'aluminium en Guinée même, afin d'augmenter la part de recettes qui reste au pays et l'emploi. La capitale guinéenne confrontée à une baisse de température à certaines périodes de la journée, un mois de mars humide est inhabituel. Les spécialistes s'inquiètent et pointent du doigt le changement climatique. Algassi Mouba nous en dit plus. Réputé période de chaleur intense, le mois de mars est annoncé avec une baisse exceptionnelle de température, laissant place à des vagues inhabituelles de fraîcheur. C'est une grande surprise pour moi aussi, le fait que le mois de mars, comme on a l'habitude de voir toujours en Guinée ici, que le mois de mars il fait chaud, bon, mais dans ces 2 jours il fait froid. Donc c'est une grande surprise pour nous tous. À la Direction nationale de la météo, on explique ce phénomène par le fait du changement climatique. Les 10 premiers jours du mois de mars, on est arrivé à observer à Conakry, à l'aéroport, une température de 18 degrés centigrades à 6 heures. Parce qu'à cette période, d'habitude, qu'on a observé les températures minimales. Et quand on prend la normale pour le mois de mars, à cette période, le minimum, c'est aux alentours de 24 degrés centigrades. Donc, si on observe une température aussi en deçà de 24 degrés, c'est-à-dire que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans un contexte marqué par cette variabilité climatique, l'adaptation reste l'unique solution pour protéger les personnes vulnérables. Tout ce qu'on peut demander aux gens pour de températures aussi faibles que ça, c'est de chercher à protéger les personnes les plus vulnérables, à savoir les enfants et les vieilles personnes. C'est de chercher à bien se protéger contre les baisses de température pour éviter les problèmes pulmonaires ou des problèmes cardiovasculaires. Des études réalisées par des experts guinéens révèlent que la Guinée est fortement menacée par les effets du changement climatique. Le plan d'action national d'adaptation identifie la zone côtière très vulnérable à l'élévation du niveau de la mer. À suivre l'actualité en Afrique, Charles Blé Goudé sera transféré à la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire a donné son accord. La CPI veut le juger pour crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales en 2010-2011. Et puis au Mali, un incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi a détruit le marché central de Bamako. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais d'importants dégâts matériels ont été constatés.
L'actualité, c'est aussi le lancement du festival du cinéma francophone cette semaine. Les organisateurs ont prévu la projection des courts-métrages pour des élèves du cycle secondaire dans tout le pays. L'objectif de cette initiative est de faire la promotion de la langue française. Reportage Aïssatou Sané. Le festival du film francophone a ouvert les portes de sa deuxième édition le mardi 18 mars. Le cinéma Rockbané a annoncé les couleurs. Au programme, la projection des films francophones. Un choix qui ne sort pas du hasard. L'enjeu, c'est de faire découvrir le cinéma francophone à nos enfants qui n'ont plus l'occasion de voir des films de cet acabit et de cette qualité sur les écrans. Aujourd'hui, nos écrans sont pollués par des films américains et des grosses productions d'Hollywood. Éducation, partage, culture, des élèves ayant suivi la projection tirent des enseignements. Chacun y trouve sa part de compréhension. Qu'est-ce qu'on appelle le film de ce soir voulait nous dire que tout ce qu'on peut trouver à l'extérieur, qu'on peut le trouver ici, quoi. Le bonheur qu'on peut trouver là-bas, qu'on peut trouver ce bonheur chez nous ici. On a des potentialités dont nous ne savons pas d'abord comment exploiter. Ce qu'on veut conseiller les jeunes de ne pas abandonner l'école pour partir dans un autre pays, de suivre ses études, de ne pas abandonner l'école pour partir dans un autre pays. Le festival du film francophone au compte de cette édition ne semble pas être à la hauteur de réussite des éditions antérieures. Les espoirs sont déçus. L'année dernière, en mars, nous avons fait 35 000 spectateurs sur 5 villes en 3 jours. En novembre, nous avons fait en 2 jours sur 10 villes 54 000 spectateurs. Cette fois-ci, nous aurions été sur 15 ou 20 villes, nous aurions facilement atteint 150 000 spectateurs. C'est juste dommage pour les enfants de la Guinée. 3 jours de cinéma, 3 jours d'ateliers d'écriture, des villes comme Dubreka, Zérékoré, Labé et Cancan sont à l'honneur pour cette initiative. Je vous le disais dans les titres, il était surnommé le général de la rue pendant la crise post-électorale ivoirienne. Charles Blé Goudé, ex-leader des jeunes patriotes de Laurent Gbagbo, sera transféré devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Son transfèrement suscite un vif débat dans le pays. À leur arrivée au palais présidentiel, les ministres ivoiriens ne semblent pas perturbés par le caractère sensible du dossier qui les attend. Le transfèrement de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale est décidé à l'unanimité et sans la moindre hésitation. Le Conseil des ministres présidé par Alassane Ouattara estime que l'ex-chef des jeunes patriotes incarne la violence en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien soutient qu'il a causé du tort à la communauté internationale. Nous l'avons vu ici en 2007, fermer plusieurs entreprises et s'en prendre à des coopérants européens. En 2010, c'était encore Blé Goudé qui demandait que les véhicules de l'ONUSU soient caillassés, ainsi que le personnel molesté. Le même défi. La direction du Front populaire ivoirien attend de réunir tous les éléments avant de se prononcer officiellement sur la décision gouvernementale de remettre Charles Blé Goudé à la CPI. Mais d'ores et déjà, à titre personnel, le président du FPI dénonce cette mesure. Ce ne sont pas des actes de décrispation. Voilà, ce ne sont pas des actes qui montrent que le pays, je dirais, avance sur la voie de la normalisation, de la sortie d'une forme de conflictualité. Dans les rues d'Abidjan, la décision d'envoyer Charles Blé Goudé à La Haye suscite des interrogations. Je suis étonné parce que 2 poids 2 mesures pour Mme Gbagbo, on refuse le transfèrement à La Haye et pour Charles Blé Goudé, on accepte. Mais pourquoi? Est-ce qu'on peut être en joie dans ces conditions comme ça? On ne peut pas être en joie. Et quand on parle de justice des vainqueurs, on dit que non, on parle de justice des vainqueurs. C'est la justice des vainqueurs qui continue. Après plus d'1 an et demi de cavale, Charles Blé Goudé est arrêté au Ghana et extradé en Côte d'Ivoire où il est détenu dans un lieu secret. Aujourd'hui âgé de 42 ans, ce fidèle du président déchu Laurent Gbagbo attend d'être fixé sur la date exacte de son départ pour La Haye. La Cour pénale internationale le poursuit pour crime contre l'humanité. Le réveil a été difficile ce vendredi pour les habitants de Bamako. Le marché central de la capitale malienne, en grande partie détruit en pleine nuit. Il n'y a fort heureusement pas de victimes, mais d'importants dégâts matériels estimés à plusieurs millions d'euros.
Les flammes sont à quelques mètres, mais ils tentent le tout pour sauver leurs marchandises. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi pour une raison encore inconnue. En quelques heures, il ravage la partie du marché central, dénommé marché rose, à cause de la couleur de ses murs. J'ai tous mes tissus dans ma boutique, je m'en remets à Dieu. Les pompiers ont eu beaucoup de mal à se frayer un passage dans ce marché, prévu pour 800 personnes, mais qui en abrite en réalité 3000 chaque jour. Les responsables du marché et de la mairie ont vendu tout l'espace autour du marché. On ne peut même plus y garer une moto. Ils ont tout vendu, à 50 francs, à 100 francs. Les pompiers n'ont pas accès. Bon, on a essayé. La gendarmerie d'ailleurs a utilisé un blindé d'intervention pour frayer un chemin. Mais cela n'a pas suffi parce que l'espace est réellement encombré. En plein jour, le constat est amer. Les pertes sont évaluées à plusieurs millions d'euros. Le marché rose, c'était le poumon économique de Bamako. Ici, on trouvait de tout. Le Premier ministre est consterné. Ces derniers mois, plusieurs marchés ont été menacés par le feu au Mali. Une commission vient d'ailleurs de rendre un rapport sur le sujet. Des plans d'action détaillés seront mis en place. Ils ont commencé. Je pense notamment à la mise aux normes des installations électriques. Je pense au désengorgement des voies d'accès au marché. Nous allons les prolonger de façon à ce qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'incendie, mais si d'aventure il y avait un incendie, qu'il puisse être combattu dans de bonnes conditions. Des mesures qui deviennent urgentes. Si l'incendie s'était produit dans la journée, des centaines de familles seraient aujourd'hui endeuillées. Du sport dans ce Newsweek, après sa brillante qualification au Maroc en 16e de finale de la Ligue des champions africaine, le Horeya a frôlé le pire après une plainte marocaine qui l'accusait d'avoir aligné un joueur dont le Raja considérait le transfert non conclu. La CAF a décidé de rejeter officiellement la réserve du club marocain Moussa Campos Souma. Dans un communiqué publié sur le site de la CAF, la commission d'organisation des compétitions interclubs de l'organe de gestion du football africain confirme l'éligibilité du joueur Mohamed Kamara Yali. Pour le président du Horeya AC, le transfert de son footballeur s'est effectué dans les règles de l'art conformément aux principes et textes en vigueur de la CAF et de la FIFA. Nous avons fait dans les règles de l'art. Nous n'avons pas pris un collège d'avocats comme eux l'ont fait pour aller à la CAF. Non, nous avons donné nos éléments justificatifs. Ceux qui demandent, on donne à notre fédération, il envoie. Ceux qui demandent, on donne à notre fédération, on envoie. Si c'est le football, nous on était sereins, on sait que ça ne peut pas aller ailleurs. Le président du HAC regrette profondément l'attitude antisportive du Raja de Casablanca à match retour. Dès après la fin de match, blackout, tu ne peux joindre personne, tu n'as vu personne, tu ne sais pas où se donner la tête, rien. Même moi, comme je connais ce genre de choses, j'avais pris le devant, je suis venu avec de l'argent que j'ai mis dans le coffre de l'hôtel. J'ai dit, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Et quand on ne les voyait pas, on était obligé de payer. Ce dimanche 23 mars 2014, le Horeya AC recevra en 8e de finale aller de la Ligue des champions africaine le club sportif de Sfax de Tunisie au stade du 28 septembre. Ainsi prend fin ce Newsweek. Merci à tous de l'avoir suivi et passez une excellente soirée sur Espace TV.